Donc messieurs, laissez-moi vous représenter. Jackie Galichet, merci d'être là. Je vous rappelle que vous êtes donc directeur des systèmes d'information de l'Académie de Versailles. Et Robert Degnaud, vous êtes directeur adjoint à la direction du développement numérique et des systèmes d'information du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Alors la première question, elle est simple. Est-ce que vous pourriez rapidement tous les deux, on va commencer avec vous Jackie, nous expliquer concrètement ce que sont quel est votre rôle au sein de l'Académie de Versailles? Eh bien, c'est d'assurer effectivement que tous les services numériques fonctionnent, ce qui n'est pas une mince tâche, puisque effectivement, si je donne la volumétrie de l'Académie de Versailles, c'est 1 100 000 élèves, c'est 650 lycées et collèges, et c'est à peu près 100 000 salariés. Donc on voit bien toute la problématique de faire en sorte que tous les services d'une DSI puisse être effectivement opérationnel et performant, puisque une classe sans réseau, c'est une classe qui ne peut pas être connectée. Voilà. Et donc, depuis la loi sur la refondation de l'école, en tout cas, on a une obligation de travailler en parfaite collaboration avec les collectivités. Et un DSI a une préoccupation majeure, en tout cas le DSI de l'État, c'est-à-dire qu'il doit assurer la protection des mineurs. Ça, c'est une responsabilité qui n'est pas déléguée. Et on voit bien, vous avez parlé du navigateur et de la faille, on voit bien que ça fait partie effectivement des sujets. Et donc, en tout cas pour ma DSI, je travaille sur la mise en place d'un catalogue de services à destination des collectivités. C'est parce que l'éducation nationale, par rapport pour échanger avec d'autres DSI du secteur privé, la dimension d'éducation nationale et ses spécificités font que effectivement on a beaucoup de travail tous les deux et une responsabilité, des responsabilités partagées et qui sont, puisque effectivement les choses ne sont pas d'une collectivité à l'autre, les orientations sont différentes, et il faut vraiment être dans un esprit de collaboration, et on doit avoir ensemble la même préoccupation de la réussite des élèves et de l'accès aux services numériques. Alors Robert, justement, quel est votre rôle? Alors moi, je travaille aussi avec l'Académie de Lille, effectivement, comme je le disais, effectivement. Moi, j'ai eu un mandat par le président il y a 5 ans pour moderniser et harmoniser les infrastructures de l'ensemble des 185 lycées de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc on a mis en place une structure qui a mis un socle technique de base en place, et qui va jusqu'à la sécurité. Et sur ce sujet, on travaille avec l'Académie pour les règles sécuritaires, parce qu'elle, comme le DSI de l'Académie de Versailles, effectivement, ça dépend de l'Académie. Nous ne sommes que des exécuteurs. Bien sûr, on travaille en étroite collaboration, on met en place les outils, mais c'est effectivement un point important aujourd'hui. On le voit dans toutes les attaques, toutes les actions qui sont menées aujourd'hui. Nous, on a mis vraiment l'accent sur les aspects sécurité. D'ailleurs, avec l'Académie de Lille, on est en train de monter en collaboration sur un schéma numérique de la sécurité, parce que c'est un enjeu pour nous très fort dans les années à venir. On est sur la démultiplication du numérique, sur le nomadisme dans les lycées, et ça ouvre forcément des perspectives ou des ouvertures pour les gens qui veulent faire de l'intrusion. Il faut qu'on se prépare en amont à pouvoir sécuriser les accès sur les données et sur les applications. Est-ce qu'on peut, concrètement, vraiment garantir la sécurité? Parce qu'il y a toujours des failles. Alors, moi, je dirais que le risque zéro n'existe pas, mais on peut tout très bien prendre les mesures pour minimiser les accès malveillants, entre guillemets. Et c'est un travail quotidien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un travail qu'il faut mener chaque jour, parce que chaque jour, de nouvelles choses arrivent. Et moi, j'ai des techniciens qui travaillent avec l'Académie. Tous les jours, nous mettons à jour des listes, tous les jours, nous mettons de nouvelles règles à travers des boîtiers de sécurité. Et c'est un travail quotidien. Et on ne peut pas se relâcher sur ce domaine-là, parce qu'en face, on a des gens qui évoluent tout le temps. Ce sont des données très sensibles, on va y revenir. Voilà. Qu'est-ce que ça change concrètement, le numérique, à l'école ? Bien, normalement, ça peut effectivement changer l'approche pédagogique. On parle de la pédagogie inversée, de la classe inversée. Effectivement, aujourd'hui, la connaissance traditionnelle, la transmission de la connaissance, c'est le professeur sur son pupitre et tous les élèves bien alignés et qui écoutent le cours du professeur. Et ça, qui c'est font... terminé Ah non, c'est pas terminé. La tendance, effectivement, à changer ce mode
ce mode de transmission du savoir. Et maintenant, l'idée est plutôt de faire travailler l'élève sur un sujet et plutôt des ateliers. Donc on désorganise un petit peu la classe traditionnelle. Mais, finalement, ça rend l'apprentissage plus ludique. Oui, c'est un des objectifs. Et faire un des grands problèmes de l'éducation nationale, c'est faire que les élèves ne s'ennuient pas en classe. C'est le problème majeur. Et pour ça, effectivement, le numérique peut y aider. Mais on voit bien, et dans le plan numérique de l'éducation présenté par le président de la République, il faut aussi accompagner les enseignants. Le métier d'enseignant est un métier, j'allais dire, très libéral. On est seul dans sa classe. Effectivement, le numérique, c'est le partage. C'est pas forcément une culture aujourd'hui que les enseignants appréhendent. Je vous en prie. Par quoi il va passer cet accompagnement des enseignants sur le numérique concrètement ? Par effectivement tous les formateurs TIS qui doivent montrer et démontrer l'avantage effectivement du numérique. Et pour ça, il faut qu'on soit aidé aussi d'un certain nombre d'éditeurs. Aujourd'hui, le manuel est toujours papier. C'est un enjeu économique majeur. Et il faut effectivement que les supports deviennent numériques, interactifs. Mais voilà, il y a des lobbies dans tous les domaines. C'est un vrai casse-tête, non, d'implémenter le numérique Alors c'est un vrai casse-tête puisque ça dépend de où on part. La France n'a pas été forcément dans les premiers pays à développer le numérique. En région Nord-Pas-de-Calais, on avait aussi notre retard. On a essayé de le rattraper, mais ça nécessite des investissements. Je disais l'autre jour, c'est à peu près 10 millions par an d'investissement rien que sur le numérique sur 5 ans pour la région Nord-Pas-de-Calais. On a ce qu'on appelait le socle de base technique mis en place, c'est-à-dire que chaque lycée aujourd'hui est relié par la fibre. On a refait l'ensemble des infrastructures numériques avec un référentiel. On a changé l'ensemble des équipements d'activation, serveurs, standards téléphoniques. Et ensuite, on s'est attaqué à l'outil d'extrémité que sont le PC ou la tablette. Mais là aussi, ça a nécessité de changer des habitudes. Mettre du Wi-Fi, des bornes dans un établissement scolaire, c'est pas toujours très simple. Ça a été aussi un frein au niveau de l'éducation nationale, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, on a la chance d'être encouragé par l'éducation nationale dans ce domaine. Il y a eu un changement, je dirais, d'orientation très fort. Et aujourd'hui, on est accompagné aussi avec l'éducation nationale pour déployer ces outils nomades. Puis je pense qu'il y a aussi, alors je peux en parler à connaissance des causes, il y a aussi le conflit de génération. Les profs qui sont d'une certaine génération sont un peu plus réfractaires. Finalement, c'est les élèves qui vont bientôt apprendre à servir pour les anciens, pour les nouveaux profs, je pense qu'aujourd'hui, on est sur une génération qui a vécu et qui est née avec le numérique. Ça ne pose aucun souci. Mais encore une certaine génération de profs qui sont encore un peu récalcitrants et qui trouveront toujours le moindre pied ou porte d'entrée pour refuser le numérique. Par exemple, si quelque chose ne marche pas, ça ne marche pas, je reviens à ma craie et mon tableau. Alors après, il y a un changement de mentalité. Et c'est vrai, je partage tout à fait l'opinion, c'est qu'il y a un changement aussi sur le transfert du savoir. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur la classe inversée, on est sur un accompagnement et non plus le cours magistral. On est en train de changer les mentalités. Je pense que ça va prendre du temps, il ne faut pas se le cacher. Alors, il y a un rapport parlementaire est sorti en mai 2014 sur le numérique à l'école en France et qui disait que la France était extrêmement en retard. Est-ce qu'un an et demi après, les choses ont bougé ou est-ce qu'on est, vous disiez, Nord-Pas-de-Calais est plutôt en avance, mais les autres régions, est-ce que ça bouge? Est-ce on se situe comment? J'ai vu récemment un tableau qui montre que la France serait parfaitement dans la moyenne européenne et on a gagné effectivement des places. Le plan numérique, on voit bien l'ensemble des difficultés. Pour accéder effectivement au support, il faut du très haut débit et de ce point de vue, je pense qu'une conscience collective a été prise et beaucoup d'investissements sont faits dans le domaine. On voit bien que les problèmes de sécurité, par exemple la mobilité, il faut un outil de MDM, un outil qui puisse effectivement, je rappelais les volumétries, vous prenez Versailles, 100 000 salariés, 1 100 000 élèves, vous voyez bien qu'aujourd'hui tous les outils que peuvent proposer les éditeurs ne sont pas parfaitement adaptés aux usages. Donc il y a aujourd'hui, de mon point de vue,
l'engagement politique, il était quand même présenté par le président de la République, donc c'est qu'il y a quand même une conscience qu'il faut avancer. Je pense que les collectivités le sont. Les coûts de ces opérations, ça se chiffre en millions d'euros. Donc ça met du temps, la machine met du temps à être lancée. Voilà. Les difficultés dont vous parliez, c'est finalement les infrastructures, mais aussi les mentalités, la sécurité. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle dans une DSI la conduite du changement, parce que effectivement, beaucoup de décideurs pourraient penser qu'en faisant l'acquisition d'un outil, on a résolu le problème. C'est une erreur de le penser. Je pense qu'effectivement, il faut se donner des objectifs, ensuite, effectivement, s'outiller et surtout accompagner des populations qui ne sont pas forcément gagnées à l'objectif. Tout le monde, souvent, adhère. Après, sur les moyens d'y arriver... les choses sont plus compliquées. On a une question d'un internaute, Buisson, qui se nomme Buisson. Est-ce que le numérique va me permettre de ne plus aller à l'école? C'est un petit rigolo. Oui et non. Alors, je prends l'exemple sur le domaine du travail. Aujourd'hui, le télétravail commence à se développer de plus en plus. Nous, en région Pas-de-Calais, on a certains services qui sont en télétravail. Ça nécessite toujours d'avoir des gens qui viennent de temps en temps au siège de région. Mais pour les acteurs nomades, entre guillemets, c'est une opportunité. Alors, effectivement, techniquement, on pourrait imaginer ce genre de choses. Après, il y a certainement d'autres contraintes. Mais est-ce que ça pourrait, évidemment, on pense aux enfants handicapés qui ne peuvent pas se déplacer, évidemment, ça pourrait leur servir, mais est-ce que ça pourrait s'étendre de manière plus globale à tout enfant? Oui, de toute façon, on obtient des diplômes en prison, dans tous les lieux. On a aussi, effectivement, des plans, quand il y a eu la grippe aviaire, s'est posé la question si, effectivement, on doit maintenir toute la population 40 jours sans sortir. Il faut que, effectivement, le service public d'éducation puisse continuer et le numérique est une réponse à cette problématique. Alors la question qui est posée, effectivement, elle est légitime, mais il faudra toujours, et dans l'éducation, des tuteurs, des gens qui vous apprennent à aimer la matière, et ça, par le biais de l'écran, ça me paraît illusoire. Mais je pense qu'effectivement, le temps de présence dans l'école, peut-être que même le nombre, j'ai un sujet tabou, peut-être que même le nombre d'enseignants pourrait être revu, effectivement, en y introduisant. Oui, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que les enseignants pourraient être remplacés par des... à défaut de machines, en tout cas, totalement non. Pas forcément remplacés, mais je prends un exemple significatif, la vidéoconférence, par exemple. On peut imaginer, pour des filières où il manque souvent des profs, on pourrait imaginer qu'un prof puisse faire en simultané cours à plusieurs classes sur des environnements complètement différents, des environnements distants. Et ça, techniquement, c'est réalisable. Après, il y a un frein psychologique et idéologique qui peut arriver derrière, mais techniquement, c'est réalisable. Alors, il nous reste très peu de temps pour aborder pas mal de sujets encore. Est-ce que le papier, d'après vous, pourrait bientôt être obsolète? À quand, finalement, les examens 100% numériques? Alors, je vais parler, moi, sur ma région. Il y a déjà des examens 100% numériques. Dans les lycées, je parlais tout à l'heure d'une filière technique, une filière de BTS domotique, où ils ont fait leur examen en forme de QCM avec la tablette et qui est complètement dématérialisé, puisque même le résultat du QCM s'en va sur un logiciel qui s'appelle Pronote, et l'élève peut voir dans les 10 minutes qui suivent sa note. Et voilà. Après, est-ce qu'on pourra le généraliser? Je pense qu'il restera un minimum un peu de papier. René demande, et les profs ont-ils peur du numérique, Jackie, d'après vous? Alors, je voudrais quand même, parce que c'est un sujet qui m'est cher, c'est l'Académie de Versailles vient d'initier la certification numérique des diplômes, qui reconnaît un succès certain, puisque la conférence des grandes écoles vient d'adopter ce type de certification numérique, qui lutte contre la fraude des diplômes. On sait que un CV sur 3 comporte un diplôme qui n'est pas obtenu du candidat, donc la certification numérique est une garantie. Et le numérique pourrait garantir en fait l'obtention des diplômes. Autant le numérique facilite la fraude, autant le numérique peut aussi permettre de lutter contre la fraude. Donc c'est un grand pas, ce serait la certification numérique pourrait être un premier pas vers la
dématérialisation des diplômes, quand on sait que la plupart des élèves ne vont pas chercher leur diplôme. Voilà. Donc, et c'est un service qui pourrait être rendu aux citoyens, avoir un portfolio et puis aux entreprises, effectivement de vérifier. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, je vais présenter demain à la DISIC parce que c'est aussi un service qui pourrait être rendu aux citoyens. Les profs. Oui. Non, je vous en prie, allez-y. Les profs, peur du numérique. Et comme tout citoyen, je veux dire, on voit aujourd'hui toutes les problématiques des données personnelles et les enseignants ont une grande peur d'être contrôlés par l'institution. Que ce soit un but punitif en réalité, ou d'observation. Exactement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est engagé dans des démarches, j'allais dire, pédagogiques, la mise en place de chartes qui permet effectivement, et la CNIL joue un rôle très important, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire et dans quelles conditions. Et je pense qu'on est en France, là, de ce point de vue, les champions de la protection des données personnelles. Mais on n'est pas seul sur le territoire mondial. Alors rapidement, sur justement le cloud, est-ce que vous utilisez le cloud et comment est-ce que vous gérez la sécurité du cloud? Alors nous, on le gère à travers la plateforme de Microsoft, puisqu'on a utilisé l'Office 365. On a mis en place ce qu'on appelle une Active Directory, un annuaire qui se base sur la fédération d'identité que l'Académie nous fait suivre. Et ça nous permet d'avoir un environnement personnalisé pour les professeurs, pour les élèves, pour les proviseurs aussi, bien sûr, avec des applications qui ont été validées dans un catalogue d'applications par les corps d'inspection. Donc là, aujourd'hui, voilà, nous, la grande utilisation pour la rentrée 2015 qui sera faite, qui va s'étendre à l'ensemble des lycées. On est sur des sites d'expérimentation, puisque Microsoft a négocié avec l'Éducation nationale à un accès gratuit sur la version cloud et un accès payant lorsqu'il est local. Mais ça, c'est le merchandising qui veut ça. Mais sur cet aspect-là, effectivement, pour nous, on est en train de mettre en place cette option et ça permet d'avoir uniformisé déjà le portail et de personnaliser le portail par élève et d'avoir qu'un seul environnement, puisqu'on avait jusqu'à présent des outils qui nécessitaient d'avoir une image de PC. Là, on rationalise le nombre d'images et on rationalise l'utilisation des applications. Jackie, très rapidement sur le cloud de l'Académie de Versailles. L'Académie de Versailles, effectivement, est engagée dans cette dynamique. Notre objectif, nous, c'est le cloud hybride, c'est-à-dire que, effectivement, compte tenu de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État et toutes les données élèves sont de mon point de vue, sont des données extrêmement sensibles, de faire en sorte que tout ce qui est identité, données sensibles, par exemple les certificats et les diplômes, ça ne quitte pas les data centers de l'Éducation nationale. À partir du moment où les données ne sont pas sensibles, on peut les mettre à l'externe. Et d'ailleurs, on a de ce point de vue mis dans le cloud notre helpdesk qui est mutualisé d'ailleurs avec l'Académie de Créteil et avec l'Académie de Rouen. Donc on voit bien qu'effectivement, il est inscrit au catalogue de services et j'espère qu'un certain nombre de collectivités nous rejoindront sur cette plateforme parce qu'un des risques, c'est la démultiplication des outils pour un même objectif. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup. Restez avec nous. On passe tout de suite au pitch.